Bonjour et bienvenue sur ce cours vidéo d'informatique, je suis David pour ordirepar.com et aujourd'hui on va parler de TCP/IP et de masques de sous-réseau. TCP/IP c'est un protocole réseau, c'est un protocole de communication sur les réseaux informatiques, mais évidemment ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de protocoles qui existent. Pourquoi TCP/IP? Tout simplement parce que c'est celui qu'on utilise aujourd'hui pour Internet et pour la plupart des réseaux domestiques à la maison, également en entreprise. Il y a eu par le passé beaucoup d'autres protocoles différents utilisés. Il y a eu NetBEUI, il y a eu IPX, SPX, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais il se trouve effectivement qu'avec les besoins d'Internet, c'est TCP/IP qui a été mis en avant et c'est celui qui est finalement le plus répandu aujourd'hui. TCP/IP, comme n'importe quel autre modèle informatique, il y a eu plusieurs versions. On utilise aujourd'hui la version 4, donc le protocole IPv4, pour les communications Internet, pour tout ce qu'on a également à la maison. Et il y a d'autres versions qui existent, notamment la version 6, qui normalement devrait détrôner la version 4 d'ici peu, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas. En ce qui me concerne, ça fait 15 ans que je pratique l'informatique et que je pratique les réseaux informatiques également. Et depuis 15 ans, j'entends dire que cette année, absolument, tous les ans, IPv6 va détrôner IPv4, tout simplement parce qu'on n'a plus la possibilité de travailler avec IPv4, il n'y a plus suffisamment d'adresses disponibles, ou en tout cas, on ne va pas tarder à manquer d'adresses IP, on ne va pas tarder à manquer de solutions grâce à IPv4, on va être obligé de passer à IPv6. Il se trouve que la plupart des systèmes d'exploitation aujourd'hui intègrent cette nouvelle version de IP, de TCP/IP en tout cas, mais on ne l'utilise pas. Pas encore, en tout cas. On va l'utiliser, très certainement à un moment donné on sera obligé de passer dessus, mais pour le moment, ce n'est pas encore obligatoire. Et de ce fait, puisque nous utilisons toujours IPv4, je vous propose effectivement de vous parler de ce que c'est que ce protocole TCP/IP, et donc IPv4 en l'occurrence, parce que tout simplement, c'est encore ce qui se fait aujourd'hui, c'est encore ce qui va se faire pendant certainement de nombreuses années. Donc, il est utile de comprendre comment ça fonctionne. On parlera donc dans ce cadre de masques de sous-réseau et de la façon dont tout ça fonctionne. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Quand on parle du protocole TCP/IP, il faut garder à l'esprit que TCP/IP n'est pas un simple protocole. C'est en réalité une suite de protocoles. C'est un assemblage de plusieurs protocoles. Évidemment, dans TCP/IP, on va retrouver au minimum le protocole TCP, mais également le protocole IP. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres protocoles qui rentrent en ligne de compte. Les plus importants, de toute façon, sont TCP et IP. Évidemment, ce sont les deux principaux protocoles de cet assemblage, de cette suite de protocoles qu'on appelle TCP/IP. Voilà, on note comme ça. Donc, TCP/IP est donc une suite de protocoles, un assemblage. Chacun de ces protocoles va avoir un rôle bien précis. On va avoir donc le protocole TCP, qui signifie Transmission Control Protocol, donc c'est le protocole de contrôle de transmission. C'est ce protocole-là qui va se charger de faire communiquer les machines entre elles et voir comment les machines doivent communiquer entre elles. Et ensuite, on a également le protocole IP, qui est le protocole Internet, c'est Internet Protocol. Pour bien comprendre ce que font ces deux protocoles, on va essayer de les détailler un tout petit peu. Donc on va commencer par le protocole IP. IP, en fait, c'est un protocole de routage. Je vous ai dit qu'il y avait d'autres protocoles qui existaient, pas seulement TCP/IP, il y en a eu plusieurs, il y a eu NetBEUI, il y a eu IPX, SPX. Certains étaient routables, d'autres n'étaient pas routables. IP est un protocole de routage et c'est un protocole routable. En fait, IP va se charger d'établir la communication entre deux machines et de savoir précisément où elles se trouvent sur le réseau. Et pourquoi c'est un protocole routable? Tout simplement, un protocole routable, c'est un protocole qui permet de définir des sous-réseaux. Effectivement, IP va gérer plusieurs choses. Il va gérer des adresses IP, mais aussi des masques de sous-réseau, des passerelles par défaut, des DNS, on va en parler également. Et pour bien comprendre la différence entre un protocole routable et un protocole non routable, il faut se représenter un protocole par exemple non routable et voir comment fonctionnerait un protocole non routable. Ça se passerait par exemple en ayant plusieurs ordinateurs, ou plusieurs équipements réseau d'une façon générale, des imprimantes, des ordinateurs, des serveurs, ce que vous voulez. Et tous ces ordinateurs sont reliés les uns aux autres. Tous les ordinateurs communiquent avec tous les autres ordinateurs par tous les moyens possibles et imaginables. Donc il y a énormément de connexions qui sont faites, il y a énormément de communications qui rentrent en ligne de compte quand on a affaire à un protocole non routable. Imaginez qu'on fasse la même chose sur Internet avec tous les ordinateurs qui composent Internet, Vous imaginez le bazar? Si tout le monde se mettait à parler en même temps avec tout le monde et que toutes les communications devaient être établies avec tous les autres ordinateurs possibles et imaginables, ce serait quand même un sacré bazar. Donc l'avantage d'un protocole routable, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on peut découper un réseau en plusieurs sous-réseaux. Ça se représente comment? C'est tout simplement
en ayant plusieurs ordinateurs ici, quelques ordinateurs qui seraient là, d'autres qui seraient ici, avec des serveurs, des imprimantes, évidemment, différents types d'équipements réseau. Tous ces ensembles sont des sous-réseaux. Et ces sous-réseaux sont parfaitement autonomes, ils sont capables de communiquer les uns avec les autres, enfin les machines communiquent entre elles dans ce sous-réseau, tout se passe très bien. Donc si un ordinateur ici a besoin de communiquer avec l'ordinateur d'ici, toutes les connexions sont établies ici en interne pour que ça se passe correctement. Mais que se passe-t-il au moment où on a besoin d'accéder à une machine qui se trouve en dehors de notre sous-réseau? Eh bien, la frontière et la limite de chacun de ces sous-réseaux, ça va être un routeur. On va avoir un routeur à chaque fois, et ces routeurs vont se charger d'établir les connexions manquantes entre les différents réseaux. Ce qui veut dire qu'il peut se passer plein de choses ici, sans pour autant que ça n'affecte ce réseau-là ou ce réseau-là. Et si une des machines, par exemple, de ce réseau avait besoin de communiquer avec une des machines de ce réseau, il lui suffirait de passer à travers le routeur qui se chargerait d'acheminer la communication jusqu'au routeur suivant et jusqu'à la machine correspondante. Donc, on peut comme ça avoir un énorme réseau et le découper en plusieurs sous-réseaux qui communiquent entre eux par le biais de routeurs, tout simplement. Donc, ça correspond à un protocole routable. Il y a quelque chose de similaire. Routable, routeur, il y a un lien qui se fait. Donc ça, c'est pour le protocole IP. Ce protocole IP, effectivement, permet toutes ces choses. Et donc, c'est un protocole très intéressant. Et quand on parle d'Internet, évidemment, ce genre de fonctionnement, c'est typiquement ce qui se passe sur Internet. Voyons un petit peu maintenant autre chose. Un dernier petit détail à propos du protocole IP, c'est que le protocole IP se trouve sur la couche 3 du modèle OSI. C'est la couche réseau, tout simplement. Et donc, ça a du sens, tout simplement, parce que IP se charge des adresses réseau, des adresses IP, et c'est grâce à ce protocole qu'on établit les communications. Très bien. Une fois que la communication est établie, il va falloir échanger des informations. Et à ce moment-là, c'est le protocole TCP qui prend le relais. Le protocole TCP va se charger de contrôler la transmission des informations entre les différents ordinateurs. Le protocole IP, lui, a fait établir la connexion entre deux ordinateurs, l'ordinateur 1 et l'ordinateur 2. La connexion est établie. OK, ils sont prêts à communiquer. On passe à TCP, et TCP va envoyer les informations de l'ordinateur 1 vers l'ordinateur 2. Donc on va avoir deux ordinateurs comme ça, le 1 et le 2, et on va pouvoir enfin envoyer des choses. Mais comment ça se passe? En réalité, les informations ne vont pas être envoyées bêtement, comme ça, directement de l'ordinateur 1 à l'ordinateur 2, sans contrôle, sans quoi que ce soit. TCP est là pour contrôler ce qui se passe justement, et le but de TCP et des réseaux TCP/IP, en général, ça a été pensé, il faut garder ça à l'esprit, ça a été pensé par des militaires. Ça a été pensé pour des besoins militaires. La problématique au départ, c'était effectivement, que se passerait-il si effectivement il y avait une troisième guerre mondiale qui éclatait et si on avait des troupes alliées réparties un petit peu sur la planète et qu'on ait besoin d'établir des communications, d'échanger des informations, ce qui est de toute façon toujours le cas quand il y a des militaires qui doivent agir sur un terrain hostile, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de savoir où ils vont. Donc il faut absolument que ces communications passent. Le problème, c'est que les lignes de communication ne sont pas forcément fiables. On n'est pas certain que tous les câbles qui puissent être tirés ou que même les ondes radio qu'on va utiliser soient parfaitement fiables et qu'il n'y ait pas de parasites et qu'il n'y ait pas de perte de données. Si on envoyait toutes les informations en un bloc sans se soucier et puis qu'on attende que tout soit bien envoyé pour vérifier s'il y a quelque chose de perdu, ça risquerait d'être une perte de temps et ça poserait des problèmes de qualité de données. L'ordinateur qui recevrait les informations ne serait pas forcément certain que tout est arrivé correctement et il serait bien embêté des fois pour renvoyer une information pour dire que tout ne s'est pas bien passé. Alors, pour cette raison, TCP va utiliser une astuce qu'on va appeler une fenêtre coulissante, et en anglais ça va s'écrire, ça va plutôt se dire windowing. Windowing. Donc c'est un principe de fenêtre coulissante. Et quand on va envoyer des informations, on ne va pas les envoyer en un seul bloc, on va les découper en paquets. Peu importe ce que vous envoyez, que ce soit une photo, un document texte, une vidéo, de la musique, peu importe, on ne va pas envoyer tout en un seul bloc, on va le découper en paquets. Et un paquet, c'est quelques octets, évidemment, c'est pas très très gros, un paquet, c'est plusieurs octets mis bout à bout, mais c'est pas l'ensemble du document. Il ne faut pas imaginer un paquet comme étant un fichier Word, par exemple, en entier, ou une photo en entier. C'est pas possible, on n'envoie pas nécessairement ce genre de choses en entier. Donc ces paquets sont des fragments en fait de ces fichiers, sont des bouts qui seront envoyés successivement. Mais comment déterminer la fréquence et la quantité d'informations qu'on peut envoyer? Eh bien, encore une fois, TCP c'est son rôle en fait de s'occuper de ça, et il va procéder de la façon suivante avec le windowing, c'est-à-dire qu'il va commencer par envoyer
Alors, encore une fois, là, c'est d'un point de vue purement théorique, il se peut qu'avec des réglages, les choses soient légèrement différentes, mais le principe reste le même. Il va commencer par envoyer le premier paquet, il va le numéroter 1. Ce paquet va passer de l'ordinateur 1 vers l'ordinateur 2. Une fois que l'ordinateur 2 a réceptionné ce paquet, il envoie un accusé de réception pour dire « Le dernier paquet que j'ai reçu en entier et dans l'ordre, c'est le paquet numéro 1. » À partir de là, l'ordinateur 1 se dit « Ok, la communication est établie et je sais que je peux envoyer des choses. » Bon. Alors continuons et essayons d'envoyer quelque chose de plus gros. Qu'est-ce qui se passerait si j'envoyais 2 paquets? C'est ce que fait l'ordinateur 1. Il envoie 2 paquets qui numérotent 2 et 3, qui partent. Et quand l'ordinateur 2 reçoit les 2 paquets, s'il les reçoit correctement, il enverra un accusé de réception à l'ordinateur 1 en lui disant « J'ai reçu le dernier paquet que j'ai reçu en entier et dans l'ordre, et le paquet numéro 3. » Donc, à partir de là, l'ordinateur 1 sait que l'échange s'est bien passé. Très bien, 2 paquets, c'est passé. Essayons 4 paquets. Donc on va en envoyer 4. Donc on aura le 4, 5, 6 et 7. Si tout se passe bien, l'ordinateur 2 va envoyer un accusé de réception en disant « Le dernier paquet que j'ai reçu en entier et dans l'ordre, c'est le paquet numéro 7. » Impeccable, 4 paquets, ça marche. Essayons d'en envoyer 8, puis 16, puis 32, puis 64, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, éventuellement, soit on ait fini d'envoyer le fichier, ou le document, ou l'élément qu'on avait envoyé, soit simplement il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Eh bien, prenons un exemple. Si on est arrivé jusqu'à, je sais pas, par exemple 128 paquets, on a envoyé un bloc de 128 paquets, et en fait, il n'y a que les deux premiers paquets qui sont arrivés, entiers et dans l'ordre. Eh bien, si par exemple on avait le 1251 et le 1252, ils ont été envoyés, l'ordinateur 2 va répondre à l'ordinateur 1 en lui disant « J'ai bien reçu le dernier paquet qui est en ordre et en entier, et il s'appelle 1252. » Voilà, c'est le 1252. À partir de là, l'ordinateur 1 sait que quelque chose s'est mal passé. Il manque des choses. C'est pas exactement ce qu'il a envoyé. Donc, l'ordinateur 1 va simplement renvoyer les informations qui manquent, mais il ne va pas renvoyer tout d'un coup, puisqu'il a compris qu'on ne pouvait pas envoyer trop d'informations d'un coup. Il va repartir et il va renvoyer un paquet, donc le 1253, qui est le suivant sur la liste. L'ordinateur 2 va accuser réception, j'ai bien reçu le 1253, puis on envoie 2 paquets, puis on envoie 4 paquets, puis on envoie 8 paquets, puis 16, puis 32, puis 64, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un nouveau problème se produise, et dans ce cas-là, on reviendra à 1 paquet, 2 paquets, 4 paquets, 8 paquets, et ainsi de suite. Donc, voilà le principe du windowing, voilà ce qui se passe, et voilà l'une des méthodes, en tout cas, que TCP utilise pour envoyer des informations. Et pourquoi cette méthode est importante? Pourquoi le windowing, c'est important de savoir à quoi ça correspond? Tout simplement, si comme moi, vous avez plus de 30 ans, vous avez utilisé à une époque peut-être des modems 56K et que vous avez connu les lenteurs d'Internet à ses débuts, vous avez peut-être remarqué que pendant certains téléchargements, on avait des barres de progression, effectivement, qui nous indiquaient où on en était, et que des fois, ça restait fixe, et puis ça avançait, puis pouf, d'un seul coup, ça avançait beaucoup, puis après, ça avançait un tout petit peu, puis pouf, un gros bloc, etc., etc. Eh bien, c'était simplement la conséquence de ce windowing. On le voyait physiquement, on voyait ces barres de progression avancer par bloc, parce que tout simplement, on avait de plus en plus de paquets, puis la communication devenait peu fiable, on revenait à zéro. On partait 1, 2, 4, 8 paquets, ainsi de suite, et on revenait à zéro. Et on voyait ces transferts se passer comme ça. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais les modems 56K aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça, et honnêtement, on s'en fiche, quoi, c'est plus d'actualité. Détrompez-vous, il y a quand même encore une application, il y a encore des applications aujourd'hui, malgré la DSL, malgré les connexions par câble ou par fibre optique ou d'autres types de communication. On utilise toujours ce principe de windowing, sauf que c'est beaucoup plus rapide maintenant, évidemment, et les choses se passent quand même beaucoup mieux. Mais il y a un cas où c'est important d'avoir conscience de ça, c'est quand on fait de la communication en temps réel, quand on fait par exemple de la visioconférence, quand on fait de la téléphonie sur IP, de la voix sur IP. C'est important de comprendre ça parce que une voix ne peut pas se permettre de perdre des paquets ou d'avoir des lenteurs. Et si on n'envoie que 2 ou 4 paquets ou 8 paquets, c'est peut-être pas suffisant pour acheminer l'ensemble d'une communication vocale. Si on a sans arrêt ce phénomène de windowing qui n'arrête pas d'écraser les quantités d'informations et
Ralentir cette communication, c'est problématique dans une communication en temps réel, toujours. Donc voilà un peu le principe du TCP, et voilà le windowing, effectivement, la façon dont ça échange les données. C'est important de le comprendre, parce que ça fait partie des éléments clés, en tout cas de ce fonctionnement TCP/IP, et donc de TCP notamment. Et juste avant de passer à la suite et d'aller un petit peu plus en profondeur sur le fonctionnement de TCP/IP, on va conclure en disant que TCP est sur la couche numéro 4 du modèle OSI, et la couche numéro 4, c'est la couche transport. Transport, contrôle de transmission, ça paraît cohérent. Donc, voilà pour la base, en tout cas pour une présentation rapide de ce qu'est IP et de ce qu'est TCP. On va maintenant analyser ce qu'il y a dans un réseau TCP/IP. On va voir quels sont les différents éléments, les différents composants qui composent notre réseau TCP/IP et comment tout ça fonctionne. Donc bien sûr, quand on parle de réseau TCP/IP, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'adresse IP. Alors cette adresse IP, on en a beaucoup entendu parler, on l'entend dans les médias, ils en parlent, c'est exploité sur exploité. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une adresse IP? Tout simplement, c'est un identifiant qui va avoir une forme qui va ressembler par exemple à ça. Alors, je sais pas, par exemple 10.150.1.28. Voilà, ça c'est une adresse IP. Et une adresse IP va identifier une machine sur le réseau. C'est grâce à ces adresses IP qu'on va être capable de dire qu'on peut communiquer, qu'on peut entrer en communication avec telle ou telle machine. Parce que chacun des équipements réseau, chacun des matériels branchés à un réseau, chacun des ordinateurs, des serveurs, chacune des imprimantes va avoir sa propre adresse IP. Et c'est grâce à cette adresse IP qu'on entre en communication et qu'on va pouvoir échanger des informations, envoyer des ordres, faire différentes choses sur le réseau. Des adresses IP, donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. On peut rencontrer d'autres adresses du type, par exemple, 192.168.1.1, ou bien encore 208.5.12.24. Voilà, tout ça, ce sont des adresses IP. Et donc, ces adresses-là doivent être uniques sur le réseau, bien entendu, sinon ça ne peut pas fonctionner. Chaque équipement va avoir sa propre adresse. L'adresse IP, ça ne fait pas tout. Il y a un autre élément qui va entrer en ligne de compte, et on va le détailler un tout petit peu après, parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe, c'est le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, on ne va pas rentrer tout de suite dans le détail, on va en parler un petit peu après, mais le masque de sous-réseau, c'est ce qui va permettre de segmenter de façon logique notre réseau. On pourrait très bien avoir plusieurs appareils branchés sur le même switch, physiquement, mais on ne veut pas forcément qu'ils communiquent tous entre eux, et donc on va les placer sur des réseaux différents. On ne parle pas de VLAN, on ne parle pas de paramètres spécifiques à des switches. On va vraiment parler de sous-réseaux différents, et c'est vraiment dans le fonctionnement propre de TCP/IP que ça se passe. Dans le fonctionnement de TCP/IP, grâce au masque de sous-réseau, on peut définir des sous-réseaux différents. Et deux ordinateurs qui ne sont pas sur le même sous-réseau ne peuvent pas communiquer entre eux. Ça ne peut pas fonctionner. Les ordinateurs doivent être sur le même sous-réseau, sur le même réseau, pour pouvoir communiquer entre eux. Et ce n'est pas une question de liaison physique, ils peuvent être très bien branchés physiquement sur le même switch, et pourtant ne pas pouvoir communiquer, tout simplement parce que le masque de sous-réseau n'est pas le même dans les deux ordinateurs, parce qu'ils ne font pas partie du même sous-réseau, tout simplement. Donc, on en parlera un tout petit peu plus tout à l'heure, on va voir un petit peu plus en détail comment ça se passe, mais le masque de sous-réseau, c'est évidemment quelque chose de très important. Ensuite, un autre point dont il faut parler, c'est la passerelle par défaut. Par défaut. La passerelle par défaut, en anglais c'est Default Gateway, c'est finalement un routeur qui va être la liaison entre votre réseau local et le monde extérieur, et tout ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. On peut imaginer Internet, mais on peut imaginer d'autres réseaux, éventuellement votre réseau peut faire partie d'un plus gros réseau, et vous avez une passerelle entre les deux. À quoi va servir cette passerelle? Tout simplement, ce qui se passe, c'est quand vous avez un réseau local, avec plusieurs ordinateurs, qui sont sur le même sous-réseau, les échanges vont se faire entre ces ordinateurs, sans aller communiquer autrement, et par exemple, quand vous allez chercher un site internet en étant sur cet ordinateur, la première chose que va faire cet ordinateur, c'est chercher dans son réseau local s'il trouve ce site internet. S'il ne le trouve pas, il va essayer de contacter la passerelle par défaut. Cette passerelle par défaut, ça va être tout simplement, comme je vous l'ai dit, un routeur.
Donc il va communiquer avec la passerelle par défaut, qui elle va communiquer avec le reste du monde, peu importe ce qu'il y a derrière. Sous-entendu que ça pourrait être Internet, évidemment. On peut imaginer que ce soit Internet. Mais c'est seulement si on ne trouve pas dans le réseau local quelque chose que ça va passer par cette passerelle, par défaut, et qu'on va aller demander dehors si cette adresse existe. Donc les communications se passent donc par des adresses IP, évidemment, et les ordinateurs tentent de se chercher les uns les autres par des adresses IP. Et là, on va arriver sur une question. Oui, mais quand je cherche un site internet, je ne cherche pas son adresse IP, je cherche un nom. Je cherche par exemple www.google.com. Voilà, donc je cherche google.com. Très bien. Mais si vous avez suivi ce que je vous ai dit, les ordinateurs sur un réseau TCP/IP V4, notamment, là on parle de V4 uniquement, on ne parle pas de V6 ou autre chose, ont besoin d'adresse IP pour communiquer. Comment ils peuvent faire le lien avec une adresse www.google.com? A priori, il n'y a rien qui permet de le faire directement. C'est pour ça qu'on va avoir des intermédiaires qui vont se trouver sur le même réseau ou parfois à l'extérieur, ça n'a pas vraiment d'importance. On va d'ailleurs le représenter à l'extérieur, c'est pas vraiment gênant. On a un type de serveur qui s'appelle le DNS. Donc on parle de DNS. DNS qui veut dire Domain Name Server. Ce sont des serveurs de nom de domaine. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans un serveur de nom de domaine, dans un DNS? Tout simplement, on va avoir la traduction et on va avoir une information qui nous dit que www.google.com est égal à, alors je vais dire n'importe quoi, peu importe, mais ça va être 218.12.24.52. Voilà. Donc, on a bien une transformation qui se fait entre un nom de domaine et une adresse IP. Ce DNS va avoir dans ses fichiers, dans ses tablettes, il va noter quelque part que www.google.com c'est 218.12.24.52. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez être sur cet ordinateur et que vous allez chercher www.google.com, l'ordinateur, pour lui, ça ne lui parle pas. Donc, il va d'abord se connecter au DNS. Donc, c'est pour cette raison qu'il a besoin qu'on lui définisse où trouver ce DNS d'abord, mais ça, on va parler tout de suite après. Il va se connecter au DNS, il va lui dire voilà, l'utilisateur m'a demandé d'aller sur www.google.com, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est. Est-ce que tu connais cette adresse? Le DNS va regarder dans ses fiches, il va trouver ah oui, www.google.com, ça correspond à 218.12.24.52. Et il va renvoyer cette information. Donc l'information va remonter vers l'ordinateur qui a posé la question. Maintenant, muni de cette adresse IP, l'ordinateur va demander à l'intérieur de son réseau local s'il y a un 218.12.24.52, et s'il n'en trouve pas, il va aller passer par sa passerelle par défaut et lui demander de trouver le 218.12.24.52. La passerelle par défaut, donc le routeur va envoyer l'information au-delà, on va dire sur Internet très certainement. Cette information va passer quelque part par Internet ici et va redescendre jusqu'au serveur de Google, qui lui va ensuite répondre, renvoyer l'information, et ça remontera jusqu'à l'utilisateur. Ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être Yahoo, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez bien qu'une adresse sous forme de nom de domaine, l'ordinateur ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas comment faire. Idéalement pour l'ordinateur, si on pouvait toujours taper les adresses IP, ça serait vraiment génial. Sauf que là, ce serait un monde contrôlé par les ordinateurs, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. On s'en passerait très très bien. Donc si on peut effectivement ne pas avoir à mémoriser toutes les adresses IP et taper plutôt des noms de domaine parlants, www.ordirepar.com par exemple, ce serait beaucoup mieux. Donc voilà à quoi sert le DNS. Et donc c'est très utile, notamment aujourd'hui, dans un réseau tel qu'Internet. Mais ça marche aussi dans un réseau local quand vous tapez serveur 1, ou PC principal, ou PC 2, ou imprimante 1, par exemple. Vous avez des noms également qui sont associés à ces machines, et ces noms ne sont pas compréhensibles par votre ordinateur. Votre ordinateur ne comprend que des adresses IP. Voilà, donc voilà à quoi sert le DNS. Donc si on continue après le DNS, on va rencontrer un autre type de serveur sur un réseau TCP/IP, qui est extrêmement important aussi. C'est le DHCP, qui va correspondre au Domain Host Control Protocol.
Domain Host Control Protocol, c'est le protocole de contrôle des hôtes du domaine. C'est pas domaine, c'est Dynamic, pardon. Dynamic Host Control Protocol. C'est le protocole de contrôle dynamique des hôtes. Donc des ordinateurs, des machines qui se connectent sur le réseau. Donc ce DHCP va avoir un rôle qui va être de gérer et d'attribuer des adresses IP. On a dit effectivement que chaque machine sur le réseau devait avoir son adresse IP. Donc il y a deux façons de le faire. Effectivement, soit on va avoir une gestion statique. Et dans ce cas-là, quand on parle d'une gestion statique, on ne parle pas vraiment de DHCP, on va plutôt faire quelque chose manuellement, c'est-à-dire qu'on va aller devant chaque ordinateur, ou devant chaque équipement réseau, et y entrer les différentes informations essentielles pour que le réseau puisse fonctionner. C'est-à-dire une adresse IP, alors par exemple 192.168.1.25. Ensuite, on va avoir besoin d'un masque de sous-réseau, alors ça va être quelque chose du genre 255.255.255.0. On détaillera ça un petit peu après, hein, vous allez voir. Ensuite, on aura besoin d'une passerelle par défaut. Alors la passerelle par défaut, ça va être le routeur, ça peut être la box, ça peut être le modem qui vous permet de vous connecter à Internet. Donc ça sera certainement 192.168.1.1. Ensuite, on aura besoin des DNS. Et les DNS, on peut avoir un DNS principal et un DNS secondaire. Donc, on peut avoir plusieurs DNS secondaires, mais là, en tout cas, en l'occurrence, on va en définir au moins deux. On va avoir par exemple le 192.168.1.1, par exemple. Et on pourrait imaginer d'aller demander à l'extérieur à l'adresse 204.5.24.8, qui pourrait être un serveur de DNS qui se trouve à l'extérieur. Vous voyez, le temps, ne serait-ce que de l'écrire au tableau, c'est déjà assez pénible finalement. J'imagine que c'est pénible à regarder également. Imaginez qu'il faille passer sur tous les ordinateurs et faire ça sur chaque ordinateur. Si vous avez 5 ordinateurs dans votre réseau, ok, peut-être que ça ne vous dérange pas. Si vous en avez 500, je pense que ça va moins vous plaire cette histoire-là. Si vous avez beaucoup d'ordinateurs, même une centaine déjà, je pense que ça ne va pas vous plaire. Donc idéalement, cette méthode statique, si on pouvait éviter, ça serait pas mal. Eh bien, il y a une solution pour ça, c'est de passer par une méthode donc, dynamique et d'utiliser donc un serveur DHCP. Et avec cette méthode dynamique, on va pouvoir demander au serveur de fournir toutes ces informations pour nous à la machine qui tente de se connecter. Il suffira une fois d'aller dans le serveur DHCP et de lui indiquer les informations par défaut. C'est-à-dire que les adresses IP seront du type 192.168.1. Alors, ça commencera peut-être par exemple à 100 et ça ira jusqu'à 254. Donc on a une plage de valeurs qui ira de 100 à 254. Ce qui veut dire que l'adresse 192.168.1.99 ne sera jamais attribuée par ce serveur. C'est impossible, ça ne fait pas partie de la plage d'adresse IP autorisée. On pourra avoir 102, on pourra avoir 105, on pourra avoir 150, on pourra avoir 200 si on veut. Ça fait partie des plages autorisées. Mais au-delà de ça, on va également pouvoir lui demander de fournir les masques de sous-réseau automatiquement, donc 255.255.255.0, la passerelle par défaut qui sera 192.168.1.1, également le DNS, bon bref, peu importe, on va pas tous les faire, mais on rentre ça une fois pour toutes dans le serveur DHCP, et à chaque fois qu'une machine se connecte, on lui fournit une nouvelle adresse IP comprise dans la plage, et on lui rend tous les paramètres qui correspondent au fonctionnement du sous-réseau sur lequel on se trouve. Très bien, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on le fait de façon définitive? Est-ce qu'on attribue ces adresses-là de façon définitive? Évidemment, non. Donc le DHCP va avoir aussi une fonction qui est de fournir un bail. Et en même temps qu'il va envoyer ces informations-là, il va envoyer la durée du bail. Il va expliquer, il va donner une information à l'ordinateur qui se connecte, en lui disant tu as le droit de prendre cette adresse pour un jour, pour 2 jours, pour une semaine, pour un mois, pour un an. La durée du bail, c'est vous qui la déterminez dans les réglages de votre serveur DHCP. La plupart du temps, 7 jours, c'est une valeur convenable. C'est une valeur qui se met la plupart du temps dans les serveurs, dans ce qu'on utilise. C'est une valeur moyenne. Et quand on a affaire par exemple à un modem Internet, à une box Internet, comme on peut en avoir, quel que soit le fournisseur d'accès, par exemple en France en tout cas, mais dans d'autres pays également, ce fonctionnement DHCP est préintégré dans le modem de connexion à Internet, et le bail, par défaut, très souvent, c'est 7 jours. Mais on peut le changer dans certains cas, et dans d'autres, malheureusement, on ne peut pas. Ça dépend à quel type de modem on a affaire. Si c'est un modem
plus fait pour les particuliers, si c'est un modem plus dédié aux professionnels. Tout dépend dans quel environnement on se trouve. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez un réseau, vous avez votre propre serveur DHCP, bon, évidemment, là, vous avez tous les paramètres, vous pouvez tout modifier manuellement et choisir ce que vous voulez comme paramètre. Donc, très bien, on a ce bail. Donc, comment ça se présente en fait concrètement? Vous allez avoir votre ordinateur qui va établir la première connexion vers votre serveur DHCP. Le serveur va lui renvoyer donc toutes ces informations-là. Ça va paramétrer automatiquement la connexion et il va lui renvoyer la durée du bail. Par exemple, on pourrait imaginer d'avoir un bail de 4 jours. Si on décide effectivement qu'on autorise l'ordinateur à rester connecté pendant 4 jours sur cette adresse IP, avec ses paramètres réseau, le bail de 4 jours est envoyé. Qu'est-ce qui va se passer dans l'ordinateur? C'est qu'il va prendre ces informations-là, il va évidemment s'en servir, et arriver à la moitié du bail, à la moitié de la durée du bail, donc ici, quand il restera 2 jours, il va entrer en communication à nouveau avec le serveur. Il va lui dire tu te souviens de moi, je suis l'adresse IP X que tu m'as donnée, je suis encore là, je pense que je serai encore là, donc je vais encore avoir besoin de cette adresse. Est-ce que tu m'autorises à la garder? Et là, le serveur va répondre oui, bien sûr, tu peux la garder, garde-la encore, pas de problème. Ok, on est reparti pour 4 jours. À nouveau, arrivé à la moitié de ces 4 jours, donc à nouveau arrivé à 2 jours, le client va à nouveau se reconnecter au serveur et lui dire voilà, je suis toujours là, j'ai toujours besoin de l'adresse, est-ce que je peux la garder? Bon, là, après, le serveur décidera oui ou non, peu importe, selon ce que vous avez paramétré dedans. Très bien. Et donc, effectivement, à chaque fois, l'ordinateur qui va être passé par un DHCP va tenter de recontacter le DHCP arrivé à la moitié du bail. Si, pour une raison quelconque, il n'arrivait pas à contacter le serveur DHCP, arrivé à ce moment-là, il attendra à nouveau une autre moitié de temps. C'est-à-dire que s'il restait 2 jours, il va attendre 1 jour, et il tentera à nouveau de rentrer en contact avec le serveur. Et si ça ne fonctionne toujours pas, il attendra encore la moitié du temps, c'est-à-dire 12 heures, avant de rentrer à nouveau en contact avec le serveur pour essayer de lui demander de renouveler le bail. Si ça ne fonctionne toujours pas, il attendra encore 6 heures, puis 3 heures, puis 1h30, puis 45 minutes, etc., etc. Donc on va aller comme ça, en égrénant à chaque fois la moitié du temps restant, avant de recontacter le serveur pour lui demander à nouveau de renouveler le bail. Qu'est-ce qui se passe si on épuise tout le bail et on arrive au bout et on n'a pas réussi à joindre le serveur DHCP pour une raison quelconque, il était en panne, il était éteint, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé? Bien, tout simplement, ça va dépendre de la configuration que vous avez dans votre ordinateur. Certaines configurations sont faites pour conserver quand même l'adresse IP, pour continuer de s'en servir. D'autres sont faites pour complètement oublier l'adresse IP, et du coup vous perdez complètement l'adresse du réseau et vous êtes complètement déconnecté du réseau sur lequel vous étiez. Ça va dépendre encore une fois de la configuration. Mais le principe en tout cas, c'est que si le serveur est là, si vous le contactez, il est supposé vous répondre, vous donner tout le paramétrage à faire avec les adresses IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, les DNS, et vous donner la durée du bail. Donc cette durée de bail, finalement, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre. Plus vous mettez un bail long, et plus les ordinateurs vont conserver l'adresse IP longtemps, et moins ils vont contacter le serveur DHCP. Quand vous avez que 3 ou 4 ordinateurs à gérer, encore une fois, c'est pas gênant. Si vous avez des centaines d'ordinateurs à gérer, peut-être que vous ne voulez pas un bail trop court, parce que le bail trop court va faire en sorte qu'il y a beaucoup de trafic, sur le réseau. Mais si vous avez par exemple dans votre réseau beaucoup de mobilité, des utilisateurs qui ont des ordinateurs portables et qui partent régulièrement en voyage, d'affaires ou des choses comme ça, et que vous mettez un bail trop long, vous allez bloquer des adresses IP pour ces utilisateurs qui ne sont peut-être plus là, ou qui ne vont peut-être pas revenir tout de suite, et en fait, vous pénalisez d'adresse IP. Donc la durée du bail, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos usages, en fonction du besoin que vous avez. Un temps moyen, encore une fois, c'est 7 jours. 7 jours, c'est pas mal, c'est ce qu'on fait régulièrement, et ça se passe plutôt bien en général. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le DHCP et pour ces histoires de bail. Une dernière information que je dois vous donner, et un dernier type de configuration qu'on peut avoir sur un réseau TCP/IP qui va être importante à connaître, c'est le NAT. C'est le Network Address Translation. C'est la traduction d'adresse réseau. À quoi ça sert un NAT finalement? À quoi ça va vous servir? Si on part du principe effectivement que deux ordinateurs ne peuvent pas avoir la même, enfin qu'il peut pas y avoir deux ordinateurs avec la même adresse IP évidemment, vous imaginez bien le bazar si finalement vous avez des informations à échanger, vous avez un fichier à transférer à une adresse IP et qu'il y a deux ordinateurs qui portent la même adresse IP, vous allez envoyer des paquets à l'un des ordinateurs, d'autres paquets à l'autre ordinateur, vous
ne savez même pas si tout arrive dans le bon ordre, si ça arrive à la bonne machine, vous n'en savez rien. Et je ne parle pas de fichiers, je parle vraiment de paquets. C'est-à-dire que la même image, par exemple, la même photo, une seule photo que vous souhaiteriez envoyer à cette adresse IP va être découpée en des milliers, des dizaines de milliers, voire peut-être des centaines de milliers de paquets. Certains vont arriver sur l'un des PC, d'autres vont arriver sur l'autre PC, et à la fin, personne n'est capable de reconstituer l'image finale, personne n'est capable de reconstituer le fichier en entier, donc c'est très très problématique. Donc voilà pourquoi le DHCP c'est important, voilà pourquoi c'est important de bien le paramétrer, de ne pas forcément faire tout manuellement parce que des fois on peut se tromper. Mais en tout cas, voilà aussi pourquoi il ne faut pas avoir de doublons d'adresse IP. Donc il faut que chaque équipement sur le réseau ait sa propre adresse IP. Seulement voilà, si on part du principe que tous les ordinateurs connectés à Internet si tous les ordinateurs connectés à Internet devaient avoir leur propre adresse IP externe à chaque fois, il n'y aurait peut-être pas assez d'adresse IP pour tout le monde. Et c'est là que le concept du NAT, Network Address Translation, va entrer en ligne de compte. Ça va apporter quelque chose d'important. Alors en gros, vous allez avoir par exemple votre réseau avec votre routeur ici, et sur votre réseau, vous allez avoir par exemple un premier ordinateur qui aura comme adresse 192.168.1.2, et un deuxième ordinateur à côté qui aura le 192.168.1.3. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de constater que vous avez une adresse IP de ce type-là, par exemple adresse 2, pourquoi pas. Puis vous allez chez votre ami, chez vos amis, chez des voisins, ce que vous voulez, puis vous utilisez leur ordinateur et vous regardez par curiosité leur adresse IP. Et vous êtes sur un autre modem de connexion Internet, donc avec deux autres ordinateurs par exemple. Il y a un ordinateur aussi chez vos voisins qui aura comme adresse le 192.168.1.2. Puis il y aura un autre ordinateur à côté qui pourrait très bien aussi avoir la même adresse que vous ici à 192.168.1.3. On voit qu'il y a des adresses en double. Mais pourquoi c'est pas gênant? Parce que tout simplement, dans la plupart des modems Internet aujourd'hui ou des routeurs que vous allez avoir, ils ont une fonction NAT, une fonction de traduction d'adresse. Et aux yeux d'Internet, par exemple, quand vous allez être chez vous ici sur l'ordinateur 3, vous allez tenter de vous connecter sur www.google.com. Eh bien, votre ordinateur va contacter le routeur va envoyer les informations au travers d'Internet, passer dans toute la tuyauterie, et ça va arriver chez Google. Google va voir en fait que c'est votre routeur qui se connecte. Et en fait, il va regarder l'adresse IP publique de votre routeur. Et ici, ça peut très bien être une adresse, par exemple, qui sera 212.25.48.13. Voilà. Et chez votre voisin, s'il va aussi se connecter chez Google, en fait, si vous êtes depuis cet ordinateur-là, admettons, vous vous connectez chez Google, ça n'a pas d'importance, ou même sur le 3, encore une fois, ça n'a pas d'importance, vous pouvez avoir la même adresse ici. Vous vous connectez par le biais d'Internet chez Google, et Google va voir l'adresse IP publique de votre modem, en fait, de votre routeur sur Internet, et cette adresse publique pourrait très bien être 81.63.12.25. Donc ça n'a rien à voir avec vos adresses internes. Bien, tout simplement parce que ces modems-là, ces routeurs-là sont équipés d'une fonctionnalité de NAT, de Network Address Translation, donc la traduction d'adresse réseau. Quand vous allez interroger Google, Google va renvoyer à cette adresse l'information, et le routeur, puisqu'il a un fonctionnement NAT, va savoir que c'est l'ordinateur numéro 3 de ce réseau qui a tenté de contacter Google et qui attend une réponse, et il va automatiquement renvoyer l'information au bon ordinateur, à la bonne machine. Et de la même façon ici, c'est exactement pareil. Si c'est cet ordinateur-là qui tente de communiquer avec Google, l'information va partir et revenir jusqu'à votre routeur qui, lui, va faire automatiquement le relais et transférer et traduire en fait le message pour que ça arrive sur la bonne machine de votre réseau local. Donc vous pouvez très bien avoir plusieurs adresses identiques, mais du moment qu'elles ne sont pas sur le même sous-réseau. Ces deux ordinateurs ne sont pas du tout sur le même sous-réseau, ne sont pas sur le même réseau du tout. Vous n'êtes pas sur le même routeur. Voilà. Effectivement, ça peut paraître un peu confus comme ça. N'hésitez pas à revoir cette partie-là pour essayer de bien comprendre. J'espère que c'est pas trop confus et que vous arrivez à comprendre un petit peu cette partie-là, parce que là, maintenant, dans la prochaine partie de la vidéo, on va s'attaquer au masque de sous-réseau. Et là, ça va se corser un tout petit peu. Donc,
reprenez votre souffle et on va y aller. Avant d'aller plus loin et de pouvoir s'attaquer réellement au masque de sous-réseau, il faut faire un tout petit rappel sur le binaire, sur ce qu'est le binaire et sur la façon qu'a un ordinateur de compter. Alors tout simplement, le binaire, c'est des valeurs que l'ordinateur sait gérer qui sont constituées de 0 et de 1. Rien d'autre que du 0 ou du 1. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4, tout ça, ça n'existe pas. Le binaire, c'est du 0 ou du 1. Donc, ces informations binaires, on appelle ça un bit. Un bit, contraction de binary digit, donc unité binaire, est constitué soit de 0, c'est soit un 0, soit un 1, tout simplement. Pour plus de facilité, en informatique, on regroupe ces informations binaires par paquet de 8. Donc 8 bits égale 1 octet. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que si on écrit une adresse IP, si je dis par exemple 10.1.10.1, en fait, vous aurez certainement remarqué qu'il y a 4 nombres séparés par des points, mais ça ne nous donne pas la limite de ces nombres, on ne sait pas jusqu'à combien ça peut aller. Eh bien, ces nombres sont des octets. Chaque nombre correspond à un octet, donc à une information codée sur 8 bits. Donc on a bien une idée du minimum, le minimum ça serait 0, donc ça pourrait être 0.0.0.0. Bon, passons sur les détails techniques qui font que ce n'est pas forcément possible, mais en tout cas dans la logique, on pourrait imaginer ça. Mais jusqu'à combien va un de ces nombres? Eh bien, puisque c'est un octet, c'est une information qui est codée sur 8 bits. Donc sur 8 informations binaires, soit 0, soit 1. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4, c'est soit 0, soit 1. Ok, donc si j'écris ça, par exemple, c'est une valeur binaire tout à fait correcte. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ça, c'est une valeur binaire correcte. Très bien, mais ça correspond à quoi? Ok, on va voir ça dans un instant. Mais du coup, si on cherche la valeur maximale, on se doute bien que, évidemment, si on a 8 bits, la valeur maximale, c'est quand tout sera à 1. Ça paraît évident. Et quand tout est à 1, combien ça fait? Eh bien, en binaire, quand on compte, effectivement, c'est comme en décimale, la valeur qui se trouve le plus à droite est le poids faible, et la valeur qui se trouve la plus à gauche est le poids fort. Et quand on compte, effectivement, on compte en puissance de 2. Donc c'est toujours 2 puissance quelque chose. Ici, ce sera 2 puissance 0. Ici, ce sera 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. Et combien ça fait en réalité? Donc 2 puissance 0, bah, ça fait 1. 2 puissance 2 puissance 1, pardon, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. 16, 32, 64, 128. Donc le plus naturellement du monde, le plus simplement du monde, on multiplie par 2 à chaque fois. Quand on part de la droite, on part de 1 et on multiplie par 2. Ça fait 2, par 2 ça fait 4, par 2 ça fait 8, par 2 ça fait 16, 32, 64, 128. 128. Donc voilà. Et pour savoir combien ça fait en décimale, finalement, à quoi correspond le chiffre que nous, humains, avons l'habitude d'utiliser, et bien tout simplement, on additionne tout ce qui est à 1. C'est comme si on faisait 1 fois 1, plus 1 fois 2, plus 1 fois 4, plus 1 fois 8, plus 16, etc. C'est 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 128. Et le total, ça fait 255. Donc, ici, on a des valeurs qui pourraient aller de 0 jusqu'à 255. Donc voilà ce qu'on peut avoir, effectivement, dans une adresse IP. Des valeurs séparées par des points, chacune de ces valeurs étant un octet, donc allant de 0 à 255. Ok. Et on va s'intéresser aussi à la façon de convertir dans l'autre sens, c'est-à-dire de passer d'une valeur décimale à une valeur binaire. Puisqu'on a 8 informations binaires, et qu'on sait maintenant que ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128, comment on traduit par exemple 1 en binaire? Eh bien, c'est très simple, on met des zéros partout, et c'est 1. C'est 1 fois 1 plus 0 fois 0 fois 0 fois 2, 0 fois 4, 0 fois 8, etc. Donc c'est 1. Ça c'est facile. Mais si on voulait traduire 10 par exemple, eh bien 10, c'est pas très compliqué non plus. On sait que c'est 8 plus 2.
évidemment. Mais comment on arrive à cette conclusion? Je vais donner une petite astuce, une petite technique qui peut vous servir pour traduire des valeurs décimales en binaire, quand vous avez un octet par exemple. On va imaginer que ce soit des billes. On a 10 billes, et chacune de ces valeurs va correspondre à une boîte qui peut contenir un certain nombre de billes. On peut avoir 128 billes dans cette boîte, 64 billes dans celle-là, 32 billes dans celle-là, 16 billes, 8 billes, 4 billes, 2 billes ou 1 bille. Admettons qu'on ait nos 10 billes. Le but du jeu, c'est d'essayer de mettre ces billes dans l'une de ces boîtes sans jamais remplir partiellement la boîte. Il faut toujours qu'on puisse remplir au maximum la boîte. Est-ce qu'avec 10 billes, on est capable de remplir complètement 128, une boîte de 128? Non, on ne peut pas, alors on met 0. Est-ce qu'avec 10 billes, on peut remplir complètement, alors on part de la gauche évidemment, est-ce qu'avec 10 billes, on peut remplir complètement une boîte de 64? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'avec 10 billes, on peut remplir 32? On ne peut pas non plus. Est-ce qu'avec 10 billes, on peut remplir complètement une boîte de 16? Non. Est-ce qu'avec 10 billes, on peut remplir complètement une boîte de 8? Oui, on peut. Mais non seulement on peut, mais il nous en reste 2. Donc il reste 2 billes. Est-ce qu'avec 2 billes, on peut remplir une boîte de 4? Non. Est-ce qu'avec 2 billes, on peut remplir une boîte de 2 complètement? Oui. Il ne nous reste plus rien, donc forcément, on n'a plus rien à distribuer. Ce sera 0. Donc voilà comment on écrit 10 en binaire. Le 10 décimal, voilà comment on l'écrit en binaire. C'est bien 8 plus 2. On vérifie que tout ça fonctionne. Donc pour 10, évidemment, c'est pas très impressionnant. Si vous le faites avec d'autres nombres un petit peu plus importants, ça peut être un petit gain de temps. C'est une petite astuce qui peut vous aider à gagner du temps. Et sachant que quand on parle d'adresse IP, on n'ira jamais plus haut que l'octet, en principe, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, tout simplement, on va refaire un dernier récap là-dessus. Simplement, donc quand on parle d'adresse IP, on parle donc de 4 octets, donc 4 fois 3, 4, 5, 6, 7, 8, point, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 1 va venir se mettre ici, le 10 va venir se mettre ici, le 1 va venir se mettre ici, et le 10 va venir se mettre ici. Donc il faut faire en sorte de convertir en binaire 10, 1, 10, 1. Ça aurait pu être valable pour n'importe quelle autre adresse, hein, si j'avais pris 192.168.1.10, ben, il aurait fallu faire pareil, convertir le 10 pour le mettre ici en binaire, le 1 pour le mettre ici en binaire, le 168 pour le mettre ici en binaire, le 192 pour le mettre ici. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Et avant d'aller directement attaquer les masques de ce réseau, déjà, intéressons-nous à ce que c'est qu'un masque. En binaire, quand on fait un masque, qu'est-ce qu'on fait réellement? Prenons une valeur binaire ici, au hasard. Voilà, j'ai pris une valeur binaire totalement au hasard. Si je veux faire en sorte de faire un masque avec une autre valeur binaire, donc je vais avoir, comme si c'était des cases ici, tout simplement. Et si je veux appliquer un masque, je vais prendre le masque que je souhaite appliquer. Si je mets 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, en fait, je vais appliquer ce masque-là à cette valeur binaire-là. Qu'est-ce qui va se passer? Partout où j'ai des zéros, en fait, on va faire un et logique. Il faut absolument que les deux soient 1 pour qu'on ait un résultat de 1. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une sorte de multiplication avec comme valeur maximale 1. Une fois 0, ça nous donne un résultat de 0. Une fois 0, ça nous donne 0. 0 fois 0, la tête à Toto. Une fois 0, ça nous donne 0. 0 fois 1, ça nous donne évidemment 0. 0 fois 1, 0. Une fois 1, ça donne 1. Une fois 1, ça donne 1. Donc, après être passé par le masque, j'ai complètement éliminé tout ce qu'il y avait derrière. Voilà ce que c'est un masque finalement en binaire. On applique une formule, quelque chose, on fait un et logique entre la valeur qu'on souhaite transformer et une valeur de masque. Donc, je ne sais pas si c'est très très clair pour tout le monde, j'espère que ça l'est. En tout cas, on transforme une valeur en y appliquant un filtre. Voilà, tout simplement. Donc, muni de ces quelques armes mathématiques, entre guillemets, ou du moins logiques, on va pouvoir s'intéresser à ce que c'est qu'un masque de sous-réseau. Donc voilà, maintenant nous sommes prêts à sauter dans le grand bain et on va s'intéresser aux masques de sous-réseau. Les masques de sous-réseau, qu'est-ce que c'est? Si je prends une adresse IP, 192.168.1.1,
Cette adresse, elle va m'indiquer deux choses. La première chose, c'est déjà l'adresse d'un équipement réseau, et je sais qu'il se trouvera à l'adresse 192.168.1.1. Très bien. Mais pas seulement. Dans cette adresse, il y a aussi une information qui est un petit peu cachée. C'est l'information qui m'indique quel est le sous-réseau auquel appartient cette machine. Cette information n'est pas forcément visible tout de suite. Pour la comprendre et pour la trouver, il faut avoir le masque de sous-réseau qui va avec. Le masque de sous-réseau va souvent se présenter de la forme suivante: 255.255.255.0. Par exemple, ça peut être un des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Eh bien, ça veut dire, comme on l'a vu juste avant, qu'on va appliquer un masque binaire entre la valeur qui se trouve ici et la valeur du masque pour déterminer à quel sous-réseau appartient cette machine. Ce qui est important à comprendre, c'est que deux ordinateurs ou deux machines quelconques, enfin un ordinateur et une imprimante qui ne sont pas sur le même sous-réseau, ne peuvent pas communiquer. J'insiste un petit peu là-dessus, mais si j'ai un switch par exemple ici, et que j'ai ici un ordinateur qui est branché sur le switch, et qu'à côté de ça j'ai ici une imprimante, si je veux pouvoir imprimer, c'est une imprimante réseau, si je veux imprimer de cet ordinateur vers cette imprimante, il faut absolument que les deux équipements soient sur le même sous-réseau. Bien qu'ils soient physiquement sur le même switch, s'ils ne sont pas sur le même sous-réseau, ça ne marchera pas. C'est très important à comprendre. Il y a pas mal de problèmes réseau qui peuvent être liés à ce genre de petits détails comme ça, qui sont assez importants. Donc, pour déterminer quelle est l'adresse réseau, en fait, quelle est la partie de cette adresse IP qui correspond au réseau et quelle est la partie de cette adresse IP qui correspond à l'adresse de la machine, en fait, à l'identifiant de l'équipement auquel je m'adresse, il faut regarder le masque. Et évidemment, si on s'amuse à traduire tout ça en binaire, ça va nous donner quelque chose. Alors, je ne vais pas tout traduire, mais on va imaginer qu'il y ait ici, ça va nous faire 11000000, point quelque chose, voilà, façon. Et en dessous, on va avoir des choses du type 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, point 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, point, etc. Et quand on va faire un masque binaire entre cette partie-là en binaire et la partie du bas, on va obtenir finalement un résultat. Si j'applique ce masque à cette adresse, la partie réseau, ce sera 192, puisque c'est ici tout est à 1, donc c'est une copie intégrale. Ici 255, tout est à 1, c'est une copie intégrale, donc c'est 168. Ici également tout est à 1, donc c'est une copie intégrale, point 1. Mais ici c'est 0. Donc n'importe quoi masqué avec 0, ça fait 0. Donc je vois bien que cette partie-là, jusqu'au 0, c'est la partie fixe, c'est la partie qui correspond au sous-réseau. Donc l'adresse de mon réseau, en fait, c'est cette adresse-là. 192.168.1.0. C'est l'adresse de mon réseau. Si on devait donner une adresse au câble, ce serait celle-là. On ne donne pas d'adresse au câble réseau, évidemment. On ne donne pas plus d'adresse aux ondes radio, quand c'est du Wi-Fi. Mais si on devait le faire, ce serait cette adresse-là. Et donc, ça veut dire que, ici, le 1 correspond à la première machine sur ce réseau. Je pourrais très bien avoir, ici, 14. Si je ne change rien à cette partie-là, l'adresse, la machine numéro 1 et la machine numéro 14 sont sur le même sous-réseau. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec notre switch, que j'ai mon PC et que j'ai mon imprimante ici, et que les deux sont raccordés, si celle-ci c'est le 1 et celle-ci c'est le 14, avec les mêmes parties de sous-réseau identiques, ça peut marcher. Si en revanche j'ai 192.168.2.1 pour mon PC et 1.14 pour mon imprimante, ça ne peut pas marcher parce que le sous-réseau par exemple auquel appartient l'imprimante, ce sera 192.168.1. quelque chose, et le sous-réseau, si on applique le même masque, le sous-réseau auquel appartient mon ordinateur, ce sera 192.168.2. quelque chose, point 0. Donc on voit bien que c'est pas le même réseau. On ne parle pas du même réseau. Donc forcément, les deux équipements ne sont pas sur le même réseau et ça ne peut pas communiquer. Donc voilà pourquoi c'est important, et tout simplement parce que une adresse IP, c'est un regroupement de 4 octets, donc 4 valeurs qui vont de 0 à 255, auxquelles on peut appliquer un masque de sous-réseau pour
déterminer quelle est la partie de l'adresse qui correspond au sous-réseau et quelle est la partie de l'adresse qui correspond à l'équipement sur ce sous-réseau. Ok, très bien. Mais pourquoi 255 et pourquoi on a mis ça 255.255.255.0 et on n'aurait pas pu mettre autre chose? Bien entendu, on aurait pu mettre autre chose. De la même façon qu'une adresse IP, c'est 4 octets qui vont de 0 à 255 séparés par des points, un masque de sous-réseau, c'est aussi de la même forme, c'est 4 octets également, qui vont de 0 à 255. La seule petite subtilité, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à mettre des 0 et des 1 n'importe où. On regroupe les 1 en tête de liste et on va jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on aura 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on aura ces 4 octets. Et si on commence à mettre des 1 ici, si je commence à mettre des 0, je ne peux pas remettre des 1 derrière. Il faut obligatoirement continuer avec des 1. Et si je commence à mettre des 0, c'est 0 tout le reste. On va pouvoir définir quelle est la partie finalement de notre adresse, quelle partie va correspondre au sous-réseau et quelle partie va correspondre à l'équipement. On peut décider par exemple de mettre la séparation ici, que toute cette partie-là, ce soit le sous-réseau et que tout le reste corresponde à l'adresse de l'équipement. On peut aussi décider de mettre cette séparation ici, ça n'a pas d'importance. On peut décider de la mettre là, la séparation, ça n'a pas d'importance. Et ce qui va être important, c'est de dire, si je mets une séparation à un endroit quelconque, je pourrais très bien la mettre en plein milieu, pas forcément sur l'un des points, je peux la mettre ici, ça n'a pas d'importance. Ce qui va compter, c'est surtout de mettre des 1 tout le long. 1, 1, 1, 1. Si par exemple je mets ma séparation, on va le faire comme ça, si je mets ma séparation ici, j'aurai des 1. Hop. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et ici j'en ai 4. 1, 2, 3, 4, et tout le reste est à 0. Ensuite, 0, 0, 0, 0, etc. Ça, c'est un masque valide. Ça nous ferait quelque chose comme 255, 255.255. Alors là, c'est pas 255, du coup, c'est 128 plus 64. Bon, en tout cas, ça donne une autre valeur. On peut mettre la séparation où on veut, en fait. Après, pour des raisons de simplicité, et pour des raisons de cohérence, on a des classes standardisées qui ont été définies. C'est-à-dire que sur nos 8 octets, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va avoir mis par exemple la séparation ici. Donc ça nous fera 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et tout le reste à 0. Ce qui veut dire, si on met des 1 partout, vous vous souvenez des valeurs de tout à l'heure, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Donc si j'additionne 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128, ça nous fait 255. Voilà. Et tout le reste forcément à 0, point 0, point 0, point 0. Donc ça c'est une première possibilité. Mais si on décidait effectivement de mettre la séparation ici, sur l'autre point, on aurait des 1, on aurait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ce qui nous ferait 255.255.0.0. Si je veux mettre la séparation ici, j'aurais par exemple 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ce qui nous fera 255.255.255.0. Eh bien, ces trois valeurs possibles, ces trois cas possibles, sont des cas standards. Tout simplement, ça a été standardisé, comme je vous le disais, sous forme de classe. On appelle ça la classe A. La classe A, c'est 255.0.0.0. La classe B, c'est 255.0.0.0. Et la classe C, 255.255.255.255.0. Donc ça, ce sont les trois classes standards principales. Il existe aussi la classe D et la classe E. En fait, la classe D va correspondre à une séparation un peu différente et la classe E, c'est quelque chose d'un peu plus libre. On peut placer quasiment la séparation où on veut. On les voit très rarement, on s'en sert très très rarement.
Mais on part de toute façon, en général, de ces trois classes principales, A, B et C. Et ça correspond à ces masques de sous-réseau. Et c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent. Quand vous regarderez éventuellement sur votre connexion Internet, vous pouvez regarder, si vous tapez une petite commande très très simple sur votre ligne de commande. Alors si vous êtes sous Windows, il suffit de taper IP config. Et si vous êtes sur Linux, vous tapez if config. Et vous allez voir votre adresse IP, le masque de sous-réseau, toutes ces informations. Si vous allez dans la ligne de commande et que vous tapez ça, je ferai peut-être un petit tutoriel rapide pour montrer ça. Mais on voit ces informations. On voit l'adresse IP, on voit le masque de sous-réseau, on voit la passerelle par défaut, on voit les serveurs DNS également, on voit toutes ces informations-là. Et donc on voit effectivement, la plupart du temps, vous remarquerez effectivement que vous êtes sur une classe A, classe B ou classe C. En règle générale, à la maison, c'est comme ça que ça se passe. Dans une entreprise, il se peut que ce soit un peu différent. Et il se peut qu'on ait besoin parfois de ruser. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est très exceptionnel. Si pour une raison quelconque, vous avez un administrateur réseau au-dessus de vous qui vous donne un réseau de classe C, alors toutes ces classes, hein, c'est vrai que ça fait bien quand on parle entre administrateurs réseau. Vous allez toujours avoir un administrateur réseau un petit peu à fond dans la chose qui va dire oui, mais c'est un réseau classé, etc., etc. Très bien. Voilà en gros à quoi ça correspond. Eh bien, si par exemple vous avez un administrateur réseau qui vous donne un réseau de classe C avec comme masque donc 255.255.255.0 et que vous derrière avec ce réseau partons d'une adresse de base qui est 192.168.1.x, quelque chose, eh bien, vous avez envie d'avoir un peu plus de liberté, vous voulez pouvoir créer deux sous-réseaux, eh bien, rien ne vous interdit de prendre ici un bit supplémentaire, pourquoi pas, ou deux, ou trois. Voilà, si on veut créer deux sous-réseaux supplémentaires, alors un bit suffira. Si on voulait en créer quatre, on pourrait ajouter deux bits par exemple. Et de changer légèrement votre masque de sous-réseau. Donc vous auriez 255.255.255. Et alors, comme on est également en binaire, c'est sous-entendu 0, 0, 0, 0, 0. Alors, je ne sais plus comment j'en ai fait, donc voilà. Donc c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc en fait, en réalité, ce serait .128. Et ça vous permettrait d'avoir deux sous-réseaux. Là, on commence à rentrer dans quelque chose de très particulier. En tout cas, ce qui est important à comprendre dans ces histoires de masques de sous-réseau, c'est que grâce au masque de sous-réseau, vous pouvez connaître quelle est la partie qui correspond à votre réseau et quelle est la partie qui correspond à vos équipements qui peuvent être raccordés au réseau. Sur un réseau de classe C, sur des adresses de classe C, combien peut-on avoir d'équipements? Vous allez me dire, on a du coup un octet de valeurs qui peuvent changer. On a vu que, par exemple, sur un octet, on avait 256 valeurs possibles au total. On a des valeurs qui vont de 0 à 255. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour la partie équipement, je reviens dans un instant. Mais ça va nous permettre aussi de savoir combien de sous-réseaux on peut avoir. Combien de sous-réseaux on peut avoir au total? Ben, c'est simple, en fonction du masque, on a un certain nombre de bits, et c'est 2 à la puissance n, n étant le nombre de bits qu'on a dans notre masque de sous-réseau. Si on a effectivement 8 bits, si on s'arrête à une classe A par exemple, 255.0.0.0, on a 2 à la puissance 8, 256 sous-réseaux possibles, en théorie. Maintenant, combien on peut avoir d'équipements? Là, on est parti de la gauche. Si on compte le nombre de sous-réseaux, on part de la gauche pour compter le nombre de bits. Combien on peut avoir d'équipements? Ben là, cette fois-ci, on part de la droite. En partant de la droite, on compte le nombre, si on a une classe C par exemple, on compte le nombre de bits qu'on a, et vous allez me dire, ça fait 256 aussi. Pas tout à fait. La formule est légèrement différente, parce que la formule, c'est 2 à la puissance n, moins 2. Pourquoi moins 2? Ben, souvenez-vous, je vous ai dit que 192.168.1.0, dans ce cas-là, c'était l'adresse du réseau. Si on devait donner une adresse locale, ce serait cette adresse-là. Ben, tout simplement, cette adresse, du coup, on n'a pas le droit de l'attribuer à une machine. Ça en fait déjà une de moins. Il y a une autre adresse qu'on n'a pas le droit de prendre.
c'est .255. On n'a pas le droit de prendre 255. On n'a pas le droit de mettre tous les bits à 1 sur la partie équipement. Pourquoi? Parce que ça correspond à l'adresse de diffusion. C'est-à-dire que si on envoie sur une classe C, par exemple, si on envoie quelque chose à cette adresse-là, tous les équipements réseau le reçoivent. C'est une adresse de broadcast, de diffusion. Donc 0 et 255 étant des valeurs interdites, on les enlève de notre calcul. Si on a 8 bits, on aura donc 2 à la puissance 8, moins 2, c'est-à-dire 256 moins 2, c'est-à-dire 254 équipements réseau qui peuvent être raccordés sur un réseau de classe C, avec un masque donc de classe C. Très bien. Voilà ce qu'on a effectivement dans ce cas-là. Donc le choix de mettre, d'être sur telle ou telle classe, classe A, classe B, classe C, ou de faire des classes un peu mixtes ou bâtardes, c'est quelque chose que vous devez décider évidemment à un moment donné, ou d'une façon générale vous le recevez, vous l'avez de la part de votre fournisseur d'accès, de votre administrateur réseau. Si c'est vous l'administrateur réseau, effectivement vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire comme répartition, et c'est à vous d'avoir toutes les armes entre guillemets pour être capable de juger ce qu'il faut faire. C'est sûr que si vous avez 254 adresses disponibles et que vous avez 300 équipements réseau, il va y avoir un problème, c'est sûr. Donc c'est à vous de voir qu'effectivement la classe C dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée. Il faudrait avoir une adresse plutôt de classe B, pourquoi pas, et pourquoi pas faire une solution un petit peu mixte, si vous voulez faire plusieurs sous-réseaux dans ce sous-réseau, enfin vous pouvez encore rediviser en mettant la séparation où vous voulez. Le plus simple de toute façon, c'est encore effectivement de respecter ces classes standards A, B ou C, la plupart du temps. Et ça vous donne déjà pas mal de possibilités. Voilà ce qu'on peut dire des masques de sous-réseau. Et donc, j'insiste encore une fois, mais donc tout ça c'est un petit peu, ça peut prêter à confusion au départ, on est un petit peu perdu avec ce genre de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à revoir cette partie-là et à essayer de regarder peut-être d'autres sources d'informations comme Wikipédia ou d'autres vidéos, pourquoi pas, sur Internet, il y en a pas mal qui expliquent ça. Les masques de sous-réseau, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre, même si la plupart du temps, on n'a pas vraiment besoin de s'en soucier, puisque on met ce qu'on nous donne à mettre, c'est-à-dire si votre fournisseur d'accès à Internet vous donne 255.255.255.0, vous mettez ça, et tout se passe bien. Et la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de le mettre, parce que c'est pré-réglé dans votre DHCP directement dans votre modem Internet, dans le routeur Internet. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça en principe. Mais c'est bien de le comprendre. Donc tout simplement, tout ça pour dire que si vous devez vous-même faire une installation réseau un petit peu étrange, n'oubliez pas, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, du moins de cette partie en tout cas de la vidéo, c'est, encore une fois j'insiste sur mon exemple, si vous avez deux ordinateurs qui sont raccordés physiquement sur le même switch, ce n'est pas parce que physiquement ils sont raccordés au même endroit qu'ils ont forcément la possibilité de communiquer entre eux. S'ils ne sont pas sur le même sous-réseau, voilà, on ne parle pas encore une fois de VLAN, on ne parle pas de réglage particulier dans le switch. C'est uniquement des caractéristiques de TCP/IP, et notamment TCP/IP v4. S'ils ne sont pas sur le même sous-réseau, vous n'êtes pas en mesure de communiquer. La seule solution pour faire communiquer deux appareils qui ne seraient pas sur le même sous-réseau, ce serait d'ajouter quelque part un routeur qui fasse le lien entre les deux, qui fasse la liaison entre les deux sous-réseaux, pour que ces deux équipements puissent communiquer. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les masques de sous-réseau. J'espère que vous y voyez un peu plus clair dans ce qu'est le TCP/IP et dans ce qu'est un masque de sous-réseau. On a vu ensemble effectivement pas mal de concepts dans cette vidéo. Les masques de sous-réseau, ne vous inquiétez pas si tout n'est pas très clair, vous pouvez repasser la vidéo. Mais encore une fois, c'est très rare d'avoir vraiment à mettre les mains dedans, d'avoir vraiment à faire quelque chose dans les masques de sous-réseau. La plupart du temps, c'est votre fournisseur d'accès à Internet qui vous donne le masque de sous-réseau à appliquer. Et encore mieux, la plupart du temps, c'est pré-réglé dans votre modem de connexion à Internet. Il n'y a pas forcément besoin de toujours régler des choses là-dedans. Vous n'avez pas besoin de prendre votre calculatrice et commencer à déterminer combien de sous-réseaux vous voulez et combien d'équipements vous allez brancher. C'est pas obligatoire, vous ne l'avez pas dans tous les cas, donc à moins d'avoir vraiment besoin de le faire, c'est surtout intéressant de comprendre que ça existe et de savoir qu'on peut en faire des choses s'il y a besoin, c'est au cas où. De la même façon, on a parlé de TCP/IP, on a vu que TCP/IP c'était plus qu'un protocole, c'était une suite de protocoles, c'est un ensemble de protocoles. Encore une fois, c'est plus intéressant de le savoir, c'est pas une nécessité pour s'en servir au quotidien.
On a vu que TCP et IP étaient donc deux protocoles complètement différents. IP va agir sur la façon de créer des connexions entre des équipements réseau, et TCP va se charger de la façon dont les données transitent d'un équipement à l'autre. On a vu que IP était sur la couche 3 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche réseau, et que TCP était sur la couche 4, qui était la couche transport du modèle OSI. Ça également, c'est quelque chose de théorique, c'est quelque chose qu'on sait, c'est bien, ça nous aide à comprendre comment ça fonctionne, mais encore une fois, ce n'est pas indispensable. Là où ça devient important, le concept vraiment important à comprendre avec TCP notamment, c'est ce principe de windowing, de fenêtre coulissante. Le fait que des paquets d'informations soient envoyés successivement, alors un paquet, puis deux paquets, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, etc., et qu'à chaque erreur, ça revient à un paquet, puis deux paquets, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, et ainsi de suite. C'est important de le comprendre, notamment dans tout ce qui va concerner les communications en temps réel. Les communications voix sur IP, la visioconférence, même si vous ne le voyez pas au quotidien quand vous utilisez Internet, par exemple, quand vous téléchargez des images, de la vidéo, de la musique, peu importe, vous ne le voyez pas forcément parce que les connexions aujourd'hui sont suffisamment rapides et ce type d'application n'est pas vraiment soumise à ce genre de contraintes. C'est pas très grave si un fichier que vous téléchargez met un tout petit peu plus de temps parce que la connexion se réinitialise plus ou moins pendant le transfert. C'est pas très grave. En revanche, sur du temps réel, on ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes problèmes. On a parlé également d'autres choses qui étaient dans notre réseau TCP/IP. On a parlé du fait d'avoir des adresses IP, effectivement, que ces adresses IP devaient être uniques, qu'on ne devait pas, dans le même sous-réseau, avoir deux appareils qui ont la même adresse IP. On a vu également que ces adresses pouvaient être données de façon statique ou de façon dynamique, grâce à un DHCP par exemple, un serveur DHCP qui va attribuer des adresses dynamiquement. On a parlé également des passerelles par défaut, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre notre réseau local et le monde extérieur. On a également parlé des serveurs de nom de domaine, les DNS. Les DNS qui sont donc ces serveurs qui se chargent de traduire un nom de domaine comme www.google.com en une adresse IP pour que votre réseau TCP/IP puisse l'interpréter, puisque votre ordinateur ne comprend pas une adresse texte, ne comprend pas un nom de domaine. Votre ordinateur ne va comprendre que des adresses IP. Donc on a parlé effectivement de ces choses-là. Dans le DHCP, on a également parlé du bail. On a vu que les baux qui étaient accordés par un DHCP pouvaient varier 1 jour, 2 jours, 7 jours, 1 mois, 1 an. C'est à vous, encore une fois, de décider, en fonction des besoins que vous avez, de ce que vous devez paramétrer, de la façon dont vous devez le paramétrer. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans tous ces sujets qui concernent le TCP/IP et donc les masques de sous-réseau. C'était David pour ordirepar.com. C'était un plaisir de vous présenter cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait progresser et que vous aurez le goût d'aller en savoir un petit peu plus en cherchant, pourquoi pas, de votre côté sur d'autres sources d'informations. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.